On passe au livre de la soirée qui est Fleur de nuit. Je sais que tu attendais ce moment avec impatience. Avec impatience. Avec impatience. Fleur de nuit de Peace Adzo Métier. Alors, qui est Peace Adzo Métier? C'est une universitaire, professeure associée en politique à l'université de Bristol. Et ses recherches se situent à l'intersection des études africaines, des études sur les femmes et le genre et des relations internationales. Elle analyse les réponses des acteurs étatiques et non étatiques face aux violences basées sur le genre et à d'autres formes d'insécurité. Son ouvrage Global Norms and Local Action, The Campaigns to End Violence Against Women in Africa a été publié en 2020 par Oxford University Press. Et sa deuxième monographie, qui est en cours, va s'appuyer sur des données d'enquête, d'entretien pour étudier les femmes leaders traditionnelles, ainsi que l'évolution de leur rôle et de leur impact sur la sécurité et les droits des femmes au Botswana, au Ghana, au Libéria et en Afrique du Sud. Elle écrit et produit également un documentaire sur ce sujet. Donc, quand on voit son parcours, on comprend d'où vient son inspiration pour son roman, quand on regarde son parcours professionnel. Son premier roman, His Only Wife, sa seule épouse, a été publié en 2020 par Algonquin Books et a été sélectionné comme Editor's Choice du New York Times Book Review et Notable Book of 2020 par le New York Times et le Most Read Book of 2020 par Time Magazine. Donc, elle a beaucoup de succès avec ce livre-là. Il a également été choisi par le Reese Book Club. Ça, je ne savais pas, par contre. Le Reese, tu connais Reese, l'actrice qui a le book D'accord. club. Ok. Oui. Et c'est un book club qui est tellement populaire. Je crois qu'il est au même niveau que Oprah. Et donc, ce roman-là a été traduit en croate, néerlandais, italien, français et russe, et avec d'autres traductions à venir. Son deuxième roman, qui est celui dont on va parler aujourd'hui, qui a le titre original Night Bloom, a été publié en 2023, toujours par le même éditeur, Algonquin Books, et a été présélectionné pour le Woman Prize for Fiction en 2024. Et elle a reçu plusieurs distinctions, dont le prix Les Afriques, comme j'avais dit, avec sa seule épouse. Et elle est aussi éditrice de African Affairs. C'est une revue de référence en études africaines. Et elle est titulaire d'une licence en géographie de l'Université du Ghana, d'un master en études internationales de l'Université de l'Ohio aux États-Unis et d'un doctorat en affaires publiques et internationales de l'Université de Pittsburgh. Donc voilà un peu la biographie de Peace Adzo Métier. Et Christelle va nous parler de son dernier roman, Fleur de nuit. Qui est un coup de cœur. Commençons par là. Commençons par là. Alors, Fleur de nuit, j'ai écrit ce que je pense. Parce qu'il m'a tellement pris au trip que je me suis dit, faut que tu structures la chose, Christelle. Parce que faut que tout le monde lise ce livre. Donc, ah oui. Fleur de nuit, publié aux éditions de l'Aube. D'ailleurs, merci pour le service presse. C'est le deuxième roman de l'auteur nigériane Peace Adzo Métier, comme l'a dit Assel. L'histoire commence au Ghana, dans la ville de Ho. Ensuite, Selassie, et Akorfa, deux cousines qui sont nées le même jour, en 1985. L'une dans un hôpital de Ho et l'autre à Accra. Et ça a son importance. Elles grandissent comme des sœurs. Elles sont inséparables, complices, mais à l'adolescence, une série d'événements va creuser un fossé entre elles. Le père d'Akorfa réussit socialement. Il va emmener sa famille à Accra, la capitale. Akorfa va se retrouver dans les meilleures écoles privées et elle va être préparée par sa mère à un avenir tracé vers la médecine aux États-Unis.
De son côté, la vie de Sélassie bascule dans le drame après la mort de sa mère, un événement vraiment fondateur dans sa vie. Elle est abandonnée par un père indifférent. Elle reste à Haut, qui est perçu donc comme un village, et elle va faire l'expérience d'une existence où on passe d'un membre de la famille à l'autre et qu'il faut vraiment s'accrocher pour pouvoir réussir dans la vie. C'est un roman à deux voix. Et cela donne un résultat fascinant. Le mot, il est vraiment important, fascinant. Je n'utilise pas la légère. On découvre d'abord le point de vue d'Akorfa. Elle est marquée par l'ambition dévorante de sa mère, les peurs de sa mère, les angoisses de sa mère, qui vont influencer sa vie. Puis, on va voir les espoirs déçus du rêve américain et son expérience du racisme aux États-Unis. Ensuite, la deuxième partie du roman, c'est la vie de Sélassie, qui, elle, en grandissant, devient une femme d'affaires tenace, courageuse, qui navigue les réalités du Ghana actuel. Elle refuse de se laisser bafouer par un système corrompu et patriarcal. Tout au long de la lecture, Akorfa se demande ce qui a causé l'éloignement entre elles. Dans la partie du récit de Sélassie, on découvre une vérité qu'elle a tenté de murer en elle et que la société préférerait taire. C'est une crise soudaine dans la vie des deux femmes qui va finir par les réunir et va les forcer à confronter les traumatismes infligés par les adultes qui étaient censés les protéger. Je peux continuer? Bien sûr. Alors, ce que j'ai particulièrement aimé dans le roman, il y a beaucoup de choses, mais il fallait que je sois concise et peut-être que à travers tes questions, je pourrais épiloguer là-dessus. À travers les deux trajectoires, le roman développe une réflexion poussée sur la famille. Akorfa expérimente une famille qui est structurante, organisée, tournée vers la réussite et l'ascension sociale, surtout par l'intermédiaire de sa mère qui est omniprésente. Elle l'encadre, elle décide, elle va pousser la fille à faire un certain type d'études, elle va vraiment construire un chemin très précis pour elle. Sa famille, à Akorfa, du coup, donc le côté nucléaire, c'est vraiment un tremplin pour elle. Elle a des opportunités, elle a un cadre, elle a ses privilèges et elle a une direction tracée à suivre. Mais en même temps, elle est aussi dans un espace qui est hyper contrôlé. Sa vision du monde, elle est imposée par sa mère, parce qu'il y a souvent dans le livre ce nous. C'est-à-dire que quand elle est jeune, elle dit toujours nous, maman et moi, maman et moi. Marquée par son propre traumatisme, sa mère diabolise la famille paternelle et on éloigne sa fille. Akorfa grandit donc coupée d'une partie de son héritage. Elle est privée de ses liens qui sont pourtant essentiels dans ce contexte où la filiation et l'appartenance familiale sont vraiment importants. Et ce qui est particulièrement fort, c'est que cette mise à distance ne va pas aboutir à une protection totale de cet enfant comme le croyait sa mère, parce qu'au sein de sa famille maternelle, tout ne se passe pas mieux. Akorfa évolue dans une famille qui protège en apparence, mais qui enferme et va transmettre des peurs, des biais, jusqu'à même lui faire subir des violences. Et je ne veux pas divulgacher. Sélassie, de son poser une côté... question? Oui, bien sûr. Oui, parce que comme tu vas très très vite là, Oui, oui, j'ai plein de choses qui me viennent en tête. c'est parti. Quelle est la raison pour laquelle la mère coupe sa fille de sa famille paternelle? Alors, c'est vraiment une question centrale du livre parce que, tu vois, quand Pissa de Médier écrit le roman, c'est dans les premières pages en fait. C'est-à-dire que le livre va s'ouvrir dès la deuxième page sur l'histoire de la mère d'Akorfa. Parce que la maman d'Akorfa, quand elle était plus petite, la belle famille donc de sa maman, donc la famille de son père, a accusé sa mère de sorcellerie. Ah ah. Voilà, ils ont dit qu'elle était sorcière, ils ont dit que... Parce qu'en fait, la dame, elle était... Bah, ça commençait... sa vie, elle était bien, tu vois, elle était financièrement à l'aise et tout ça, elle était tranquille dans son mariage. Et eux, ils n'étaient pas d'accord. J'aime bien. Eux, ils n'étaient pas d'accord et il se trouve qu'ils ils ont fini par la chasser et ils sont vraiment tombés dans une pauvreté. Ils se sont retrouvés obligés d'être hyper solidaires, ses frères, sœurs et elle, pour pouvoir avancer dans la vie. Et cette histoire-là, elle est vraiment fondatrice pour tout le comportement de Lucie Loco, qui est donc la maman d'Akorfa Loco, et aussi de toutes les choses qu'elle va faire dans la suite par rapport au roman. D'accord? Mhm, Tu avais une autre mhm. question? Oui, Oui. mais continue.
Donc, toujours dans l'aspect familial que j'ai aimé, Célassie, elle, à l'inverse, elle va expérimenter une famille qui est, qui va être donc marquée par la perte, la précarité, mais aussi des formes de solidarité plus concrètes. Elle connaît d'abord l'amour maternel. Sa mère a vraiment une importance dans sa vie. C'est une femme qui est joyeuse. C'est une femme qui lui a donné des valeurs très fortes. Malheureusement, elle va décéder en couche. Pardon, vraiment, j'essaye de vraiment pas divulgacher. Mais c'est vraiment le début du roman, je vous promets. Et elle va se reconstruire grâce à son système familial élargi, du coup. Et c'est marrant parce que la famille paternelle d'Akorfa est la famille paternelle de Sélassie. Donc elle va aller vivre chez sa grand-mère. Sa grand-mère va veiller sur elle et tout ça. Et en face, et c'est ça que qui est fort dans le roman, c'est que quand tu as la version d'Akorfa, tu diabolises parce que bah, de toute façon, elle dit ce qu'elle vit, elle. Et Sélassie t'amène un recul. Les choses sont beaucoup plus complexes. Donc c'est ainsi que Sélassie, elle est recueillie, entourée, protégée par sa grand-mère et les siens, malgré le manque de moyens. Cette famille que la mère d'Akorfa diabolise apparaît ici comme salvatrice. Mais le roman ne simplifie pas pour autant cette réalité. Sélassie fait aussi l'expérience d'une autre facette de la famille, celle qui peut être exploitante, celle qui peut aussi te maltraiter ou t'abandonner, surtout par rapport à son père. Et son parcours, il est vraiment intéressant dans l'étude des dynamiques de pouvoir et des tensions aussi au sein de la famille et le fait de qui veille sur qui, pourquoi. Voilà, c'est vraiment, vraiment intéressant. Est-ce que tu as des questions ou je continue? Oui, j'ai des Dis-moi. questions. Dis-moi. Mais c'est mieux que tu termines parce que j'aurais souhaité qu'on discute vraiment du livre, quoi. Je pense que vaut mieux que tu poses tes questions et je te répondrai. Ok. Mhm. Euh, quel est le thème central du livre? Je commence toujours par cette Bien question. sûr. Le thème Oui, central du oui. livre, c'est leur amitié. C'est l'amitié à Korfa-Sélassie. Et c'est l'amitié à Korfa-Sélassie, c'est le fait, comment en fait une amitié peut se désagréger. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe en fait pour qu'une amitié, pour que quand vous étiez vraiment bien, vous avez grandi ensemble, elles dormaient ensemble, elles étaient vraiment hyper proches, qu'est-ce qui s'est passé pour que ce fil y casse? Et ce qui est intéressant dans le roman, c'est comment l'autrice, elle va te faire comprendre que c'est c'est des tout petits détails. Tu vois, c'est moi quand j'habitais chez toi, t'as fait ça, quand tes copines sont venues, machin, tout ça. Et puis, bien entendu, pour que ça puisse vraiment se rompre, il y a des événements beaucoup plus graves qui arrivent. D'accord? Ça, c'est la première thématique. Et ça ouvre aussi la thématique du... Quand tu regardes les deux, elle a vraiment fait un livre intéressant par rapport aux perspectives. Quand elle raconte à Corfa, tu as un fil de l'histoire. Tu te dis, bon, ok. Mais quand Célassie parle, c'est-à-dire que tu as une autre perspective. Et elle joue sur ça. Elle joue sur le fait que on peut vivre la même situation, mais on s'en souvient de manière totalement différente. Surtout par rapport aux souvenirs d'enfance, par rapport à ce que la personne peut être en capacité d'accepter vis-à-vis des personnes qu'elle aime ou pas. Et comment est-ce que ces événements d'enfance vont impacter complètement la trajectoire de vie de ces deux filles. Elle le Oui. retranscrit vraiment bien. Ouais. Mhm. Mm. Et au-delà de l'histoire en elle-même, qu'est-ce que tu as aimé dans ce livre aussi? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que tu as aimé? Il y en a beaucoup. J'ai beaucoup aimé, comme je te disais, la construction. J'ai beaucoup aimé Mhm. le Ghana. Parce que en fait, le Ghana, c'est vraiment, bah, comme c'est le théâtre de l'histoire, c'est le Ghana actuel. C'est, Akorfa, elle va représenter cette espèce d'élite de classe moyenne supérieure, là, au travers de ses Mhm. parents, bah, du coup, toute l'éducation qu'elle reçoit et le fait que, bah, elle n'a de classe, enfin, d'après sa mère d'ailleurs, tu vois, c'est-à-dire que la classe, c'est aller étudier à l'étranger. C'est-à-dire qu'elle fait les meilleures écoles, elle a des précepteurs et tout, c'est-à-dire qu'ils misent tout sur l'éducation de cette fille parce que l'objectif, c'est qu'elle aille dans une Ivy League aux États-Unis. Mhm. D'accord. Et Mhm. tout le long du roman, tu as des flashs comme ça de personnes qui sont par exemple dans le gouvernement ou qui sont de classe moyenne sup, qui sont fiers de dire que leurs enfants n'ont pas étudié au Ghana, qu'ils ont étudié en Angleterre, ils ont étudié aux États-Unis. Et cette espèce d'obsession pour ces élites de l'ailleurs.
Tu vois. Et du coup, c'est marrant parce que du coup, tu as Akorfa qui, elle, a grandi comme ça, qui finit par aller aux États-Unis d'ailleurs. Et d'un autre côté, tu as Selassie, elle, qui reste sur place à Haut, qui fait sa vie, qui finit aussi par réussir. Hein. Et aussi le rapport qu'elles ont au Ghana. C'est-à-dire, quand j'ai lu ça, je me suis dit, tiens, c'est marrant, c'est comme si l'autrice, elle voulait dire que deux choses contradictoires peuvent être vraies en même temps. Tu vois, nous, on est de l'Afrique centrale, on sait. Quand tu vas parler de nos pays, là, on va parler des hôpitaux catastrophiques. C'est dans le roman. Oui, On va parler des mentalités bizarres des hommes politiques qui abusent là, dans tous les sens, et oui. financièrement, et des femmes, et des machins. Tous les travers que tu connais, c'est dans le roman. Tu vois. Mm. Donc, tu en as une Mhm. qui va dire, c'est horrible, jamais je viendrai revivre dans ce pays. Tu en as une autre qui va dire, en fait, tu en as une autre pour qui ça n'est pas un sujet carrément. C'est-à-dire qu'elle, elle se lève, elle va faire son business et tout. Quand une personne vient pour lui chercher des poux, elle se bat. Elle se bagarre parce que c'est Ah, son pays aussi. ah, Tu d'accord, vois, c'est ok. vraiment, c'est Donc, vraiment c'est un intéressant. peu comme... ça donne l'impression d'être un regard sur le Ghana avec des perspectives différentes. Oui, Et puis, le prétexte que l'autrice a employé, c'est la relation entre ces deux cousines-là. c'est ça. L'une qui part et qui prend dans la position de la Ghanéenne de la diaspora Oui, et celle qui reste, oui, qui prend le rôle de la Ghanéenne ou du Ghanéen en général, hein, exactement. qui est au pays. C'est ça. Qui a fait ces Donc c'est études-là? le regard de la diaspora et le regard depuis le pays. Oui, c'est les deux et ça va même plus loin. Et c'est ça que j'ai trouvé fort chez cette dame. Mhm. C'est que elle a, elle a, elle introduit, quand Akorfa va aux États-Unis, elle introduit le Oui, personnage d'Ayorkor. Et le personnage d'Ayorkor est une espèce de bombe pour Akorfa parce que c'est-à-dire que cette fille, elle est, sa mère était dans la NAACP. C'est-à-dire que c'est une fille de militante. Tu ok. vois, c'est une fille de militante et sa vie est, et elle est très réaliste sur les dynamiques raciales aux US. Tu vois. Et donc, du coup, quand Akorfa, elle arrive là, je suis intelligente, je vais y arriver, c'est génial. Elle lui dit, ici, il y a des dynamiques différentes. Donc, elle essaie de lui expliquer. Elle l'a vraiment pris sous son aile. Et en fait, ce qui est intéressant dans le personnage encore aussi, c'est qu'elle, elle a une volonté de retour. Tu vois, elle a une volonté de retour. Et bon, je sais pas si je peux divulgacher. Elle a une volonté de retour et elle explique pourquoi elle veut rentrer. Et en face, tu as Korfa qui comprend pas. Tu vois. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant parce que c'est des choses que. Parce qu'Arafa, par exemple, elle dit, mais elle, là, vraiment, déjà, elle donne des noms ghanéens à ses enfants. On comprend pas. Elle est née ici, elle a grandi ici. Elle est même de deux cultures différentes. Je crois que son père est haïtien et sa mère, elle est ghanéenne ou un truc comme ça. Du coup, elle Oui. comprend pas. Elle comprend pas que quelqu'un ait envie de Ben, quitter là où elle a rêvé pour rentrer, quoi. ben, c'est un peu les Hotep Oui, d'ici. un peu. Bah oui. Donc, ouais, c'est vraiment ça. Oui, qui sont C'est vraiment ça. parfois parfois ceux qui sont nés hors de l'Afrique sont beaucoup plus comment dire ils ont beaucoup plus d'espoir ou Mhm. un regard positif par rapport à ceux qui ont quitté l'Afrique pour l'ailleurs, tu Ouais. vois? Mm. Oui. Moke a dit, elle, c'est une Hotep. Hotep, ma soeur. Ben voilà, c'est ça. Tu es une Hotep, pas née ici, grandie ici, je sais pas. Là, va falloir vraiment que tu réfléchisses, que tu dises bien. Hein. Alors, par rapport à cette, par rapport à cet aspect de l'Amérique et du choc que Akorfa peut vivre, j'ai un extrait. Je vais vous lire ça. Euh, alors, je vous montre le Avant livre. que tu ne lises l'extrait, Hmm, quand je vois maintenant je comprends la couverture. oui. Parce que je vois deux filles noires, une qui a comment on appelle ça, Le la turban. perruque, Mhm, et l'autre a une perruque, mhm, les cheveux lisses là, mhm. et l'autre a le turban. Qui est donc celle qui est allée aux États-Unis, qui est celle qui est restée en Afrique?
T'avoue que je me suis vraiment posé la question, mais dans la description du livre, Mhm. par rapport à la description du livre, je t'avoue que j'ai pas pu vraiment. Je soupçonne que ce soit Sélassie ici, mais tu vois, ça Oui. ressemble pas à Corfa de mettre des turbans. Ah, ah, Tu ok. vois, et c'est assez. Du coup, j'ai trouvé ça. Parce que je me suis vraiment posé la question. La couverture, elle est magnifique et tout. Mais je me suis vraiment posé la question de Oui. qui était qui. Tu vois. Ah, ah, Je me suis oui. posé la question. Hello, The Cozy Book Talk. Hello, Maureen. Donc, Bonsoir. on écoute ta Donc, lecture. je vais vous lire un extrait du livre. Pour planter le contexte, Akorfa, qui a émigré aux États-Unis, genre 10 ans plus tôt, ou un truc comme ça, elle y a fait ses études. Elle a postulé quelque. Enfin, on lui a promis un poste, d'accord? Elle était sûre de l'avoir, sauf que ça a été donné par une jeune femme blanche qui était sa stagiaire. Donc, elle l'a là. Donc, elle est vraiment dégoûtée. Et elle appelle Ayorkor, du coup, comme je vous ai dit, qui, elle, est très versée dans le militantisme et tout ça, et qui, du coup, elles ont une conversation. Donc, Ayorkor dit, comment peux-tu encore croire qu'une femme noire qui travaille dur a des chances de réaliser ses ambitions dans ce pays? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que depuis le temps que je te connais, tu continues à croire au rêve américain. Tu es convaincu qu'en trimant sans faire de vagues, tu y arriveras à tes fins. Ça ne fonctionne pas de cette façon ici. Pardon? Donc je devrais juste croiser les bras et abandonner? Dans ce cas, pourquoi as-tu pris la peine de devenir médecin? Pourquoi n'es-tu pas resté à te tourner les pouces dans le salon de tes parents après le lycée? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors explique-toi, bon sang. Tu crois toujours que ce pays sera juste envers toi si tu travailles dur et essaies de t'intégrer? Que si tu envoies tes filles dans une école hors de prix, leur donnes des prénoms de bourges et leur fais jouer 10 instruments, l'Amérique finira par les traiter comme des blanches. Mais ça n'a jamais marché pour personne. Oh, tu voudrais donc que je sois comme toi, une femme qui a refusé un poste à la Mayo Clinique parce qu'il n'y avait aucun membre noir dans le comité de sélection, une femme qui épouse un repris de justice dans l'intérêt de l'amour noir, une femme qui autorise son fils de 6 ans à se faire pousser des dreadlocks. Pourquoi ne pas simplement lui peindre une cible dans le dos et appeler les flics? Waouh! C'est ce qui s'appelle être franche. Oui, je suis franche. Je ne suis pas venue te voir pour que tu me cries dessus. Tu me critiques et après tu refuses d'encaisser les reproches. Je ne te crie pas dessus, je te dis la vérité. Qu'est-ce qui te fait croire que tu as raison? Qui t'a nommé gardienne de la vérité? Tu as toujours été comme ça. Tu fais la même chose avec Isabelle. Tu prends les gens de haut, tu es insupportablement moralisatrice, toujours convaincue qu'il n'y a qu'une façon d'être noir en Amérique, la tienne. J'ai choisi de ne pas être militante, de ne pas combattre le système. Hors de question que je m'excuse de ne pas te ressembler et d'aspirer à une vie tranquille. De ne pas défier la moindre personne qui me marche sur les pieds, de ne pas avoir une mère à la NAACP. Parce que tu sais quoi? Il y a plus d'une façon d'être noir dans ce pays. Nous ne sommes pas tous obligés de t'imiter. Ben ça me rappelle des discussions qu'on a souvent dans la communauté. Ah oui, parce que effectivement, il y a plusieurs façons d'être noir. Il n'y a pas une seule façon d'être noir. Bah ouais. Et donc voilà, Ouais. Taïkozi Book Talk, puis Sadio Médier. Le livre est coriace, mais il se lit tellement vite, impossible de le lâcher. Euh, Marina dit que ton résumé lui rappelle un livre de Tara E. Jones. ouais, lequel? Uh-huh. Alors, quel autre extrait je voulais vous lire? Est-ce que tu as des questions? Oui, pas une question, mais quand tu lisais l'extrait là, j'ai Oui. eu tout de suite en tête, ça m'a, quand la partie où elle dit que euh, est-ce qu'elle pense qu'il suffit de se comporter d'une certaine manière pour être acceptée, et ainsi de Mm, suite. Et ça m'a fait penser à la discussion qui a un peu secoué la communauté en ligne des femmes noires cette semaine ou c'était la semaine dernière. Je ne sais pas si tu connais Emma Grede. Emma Grey. Oui. Emma Grede qui est entrepreneur et qui a lancé la marque Skims, je crois, avec l'une des Kardashian, j'ai oublié laquelle. Et Emma Grede, elle est métisse, noire. Et donc,
Elle a dit dans son podcast, elle a un podcast, j'ai oublié le nom du podcast, hein, et elle a dit dans son podcast que, oui, effectivement, avec Kim Kardashian, ok, et elle avait dit dans son podcast que euh, le fait que les femmes travaillent à la maison, donc font le home office, ça les limite dans l'évolution professionnelle. Oui. Et là, les femmes noires aux États-Unis se sont déchaînées, déchaînées pour lui dire que mais d'où elle parle en fait. Est-ce qu'elle connaît le monde du travail, le monde de l'entreprise? D'où elle parle? Est-ce que elle pense que tout le monde vit dans un monde privilégié comme elle? Parfois, le home office pour les femmes noires, c'est un atout parce que ça fait qu'elles évitent les environnements toxiques auxquels elles sont confrontées tout le temps. Donc, les micro-agressions, là, elles évitent ça quand elles sont à la maison. Elles font leur job et puis basta. Elles n'ont pas besoin de porter un masque, d'être toujours souriantes alors qu'elles souffrent à l'intérieur. Donc, un peu ce que beaucoup parmi nous vivent au boulot, quoi. Et donc, quand tu lisais cet extrait-là, ça m'a fait penser à ça. Et je ne sais pas quel est ton avis sur la question. Mon avis sur le home office, moi qui travaille de la maison pour pouvoir élever mes enfants, je sais pas. Pas que le home office, mais le fait de... Parce que moi, quand j'ai vu cette polémique-là, je me suis dit, qui a le droit de parler et qui n'a pas le droit de parler dans notre communauté? Parce que c'était violent, hein, ce qu'on lui faisait comme reproche. On lui a même dit qu'elle parle comme ça parce qu'elle n'est pas noire, alors qu'elle est métisse noire. Je dis, mais... Elle est pas anglaise. Pourquoi j'ai cru qu'elle était anglaise? Si, elle est anglaise. Ah, ok. Elle est anglaise. Elle est Oui, anglaise. elle est anglaise. Son père est jamaïcain. Et sa mère est blanche. Oui. D'accord. Donc, j'étais assez... Bon, on peut faire des critiques sur ce qu'elle a dit, mais les attaques étaient parfois viscérales. Mais parce que on lui tu enlevait peux le droit pas... de parler sous prétexte qu'elle est privilégiée. Je me dis, bon, à quel moment on a le droit de parler? Est-ce qu'on a-t-on le droit de parler uniquement quand on est en situation de précarité? Oui et non, parce que... Oui et non, parce que le truc, c'est que elle, quand elle parle, je pense qu'il faut aussi toujours dire d'où on parle. Il faut toujours dire d'où on parle, en fait. Je parle parce que, machin. Parce que qu'on le veuille ou non, les femmes métisses, ça reste quand même... Elles ont quand même le privilège. Elle a un beauty privilège, elle est très claire de peau et tout, machin. Il faut qu'elle le dise, en fait. Tu vois. Le problème, c'est que les gens, ils mettent pas les limites. Ils cadrent pas leurs propos. Et elle, son podcast Aspire, là, j'ai regardé, là. Elle a une très grande écoute, Emma Grete. Elle est, entre guillemets, mariée à une personne qui a des thunes. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a des réalités qu'elle ne connaît pas. Et puis bon, après, moi, j'ai pas écouté son épisode de podcast. C'est que c'est la façon de délivrer le propos. Est-ce que tu dis que c'est pas une bonne idée de travailler de la maison parce que si tu veux retourner en entreprise, tu vas galérer, que ta carrière prend du recul, et ça n'est pas une question de couleur de peau, c'est une question de genre, d'accord? Et aussi de souligner que peut-être aussi, hormis le côté que tu travailles de la maison par rapport aux micro-agressions, d'ailleurs on l'a bien vu hein, pendant le Covid, y a plein de personnes sur les réseaux qui ont dit « Mon Dieu, merci le confinement, parce que moi, je suis beaucoup plus performante et tout, tu vois. » Mais ça peut aussi être des choix parce que les personnes, elles n'ont pas d'autres possibilités. Et elle a un podcast de grande écoute. Et son podcast, il marche aussi parce qu'elle a ce beauty privilège. Ok, elle travaille dur, mais on sait très bien qu'elle passerait moins bien si elle n'était pas métisse. Enfin, c'est-à-dire que, tu sais, c'est pas... Mais comment tu le sais? Comment tu peux le dire avec une telle certitude? C'est la question que je me suis posée. Mais parce que c'est le colorisme. Nous, on n'invente pas le colorisme. Est-ce qu'il y a une seule... Et ça revient sur la question qui était posée tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une seule façon d'être noir? Non, on n'a pas dit qu'il n'y a pas une façon d'être noir. Mais si jamais toi, tu as tes privilèges, faut pas venir jeter l'opprobre sur les autres. C'est ça, en fait. C'est que tu viens, tu as tes privilèges et tout, ça va bien marcher pour toi, tant mieux. Mais viens pas jeter l'opprobre sur les autres, surtout si tu cadres pas ton propos. Moi, en tout cas, moi, je pense qu'elle s'est ramassée ce backlash-là justement à cause de ça. Je pense. Hein. Après, en commentaire, je sais pas ce qu'elles en disent, mais... Je ne sais pas. C'est une question que je me posais parce que je me disais, si quand on est privilégié, on doit se taire. Parce que est-ce que l'expérience n'est valable que quand on n'est pas privilégié? On va dire que tu as des... Comment on dit ça? Tu as des angles morts.
quand tu es privilégié. Oui, Que tu le veux ou non, tu as des oui. angles morts. Mhm. Tu vois? Je ne Parce que sais pas ce que les filles en pensent dans le... Parce que dans le roman d'ailleurs, mais c'est parfait. Dans le Oui. roman, quand tu lis l'expérience d'Akorfa, il y a une scène Mhm. sur laquelle j'ai tiqué grave. C'est-à-dire, je me suis dit, quoi? Il y a une scène dans le roman où, bon, je suis désolée à fermer les oreilles, mais bon, ça sert vraiment ce propos-là. C'est que, il y a une scène où les filles sont dans un lycée catholique au Ghana là-bas, là, et les sœurs là sont strictes, mais apparemment elles forment bien. Et à un moment donné, il faut aller chercher de l'eau. Il faut aller chercher de l'eau parce que bah, y a des fois quand il n'y a pas l'eau courante, tu dois aller chercher l'eau et tu amènes dans les salles de bain. Et en fait, Akorfa, elle disait, elle disait dans ses souvenirs, non mais franchement c'était trop bien parce qu'en plus Célassie, elle s'occupait grave de moi, elle m'emmenait, comme elle savait que j'étais pas très forte, elle m'emmenait mes seaux d'eau et tout, elle a toujours été très sympa et tout, sans même que je lui demande, elle amenait mes seaux d'eau et moi je pouvais prendre des douches. Mais en fait, quand on va dans l'histoire de Célassie, ce qu'on apprend c'est quoi? C'est que Akorfa, c'est une straight A. En plus, ça C'est tend, une quoi? enfin, elle a que des A. C'est-à-dire c'est la meilleure élève de sa classe. Donc, elle a un privilège par rapport à Ok. ça. En plus de ça, sa marraine, elle a une des dames qui supervise. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la dame là, elle donnait toutes les corvées d'Akorfa aux autres filles. Tu vois? Donc, elle traverse la vie, elle croit que tout va bien, que les gens sont gentils. Mais elle sait pas que derrière, on les oblige à le faire. Et c'est le problème du Hmm. privilège, en fait. C'est que Hmm. et puis, tu vois, tu arranges la réalité un peu à ta sauce. Tu vois, genre, non, elle est gentille. Quand j'ai lu ça, j'ai fait non. Tu vois? Et elle est douée dans ça. Comment elle s'appelle? Pissadio Medjé dans son roman. Elle le fait Mhm. parfaitement bien. Des perspectives. Mhm. Des perspectives. Et il y a une chose qui me frappe, l'absence des hommes et des pères Ah. dans ce que tu as présenté du livre. Je ne sais pas si c'est toi qui as voulu ou bien si c'est ce qui apparaît vraiment dans le livre. C'est. C'est. Je vais vous parler des pères. Je vais vous parler des pères parce que merci d'ailleurs pour cette question vraiment, parce que je ne savais pas comment emmener ça. C'est que Akorfa et Selassie ont les deux un père, et je t'ai dit leur père sont cousins. Oui. Le père d'Akorfa est un homme qui a réussi. C'est un homme qui s'occupe donc de sa famille et tout ça, mais c'est un homme qui est évitant. C'est-à-dire qu'il n'est jamais dans la confrontation. Même quand OK. il voit sa femme faire des dingueries, comme disent les jeunes, il trouve toujours le moyen de mais non et tout machin. Et en plus, c'est un homme qui est très influencé aussi par sa famille. Et ce qui est aussi intéressant dans le roman, bah, c'est donc le rôle des femmes dans les familles pour pousser les pères à s'occuper des enfants. En tout cas, dans ce roman-là, c'est ce qui est dit. C'est que les enfants, les pères s'en occupent, en gros, tant qu'ils sont avec la maman. OK. Tu vois, tant qu'ils sont avec la maman, ou qu'il y a une femme de leur famille ou de leur entourage qui les pousse et les maintient à s'occuper de leurs enfants, ou bien l'épouse à la maison. Parce que c'est là, si quand elle perd sa mère, son père, mais c'est une catastrophe ce monsieur, je vais rester poli. Et le moment où il s'occupe de sa fille après le décès de sa femme, c'est parce que sa mère lui prend la tête. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a Mhm. toujours, et c'est ça qui est marrant dans le roman, c'est que il y a toujours une tante, donc la sœur du père, la cousine du père, la sœur, l'épouse, qui maintient les hommes là dans leur rôle de père, d'une manière ou d'une autre. Tu vois, et ça c'est très bien fait dans le roman, vraiment bien fait dans le roman. C'est très réaliste, ça. Bah oui. Mm. Regardons autour de nous. Je suis sûre que si on regarde autour de nous, on va trouver des exemples et des exemples et des exemples où euh, ça peut être notre frère, notre cousin, notre ami qui n'a pas, qui ne s'occupe pas des enfants et c'est la sœur ou la tante ou la cousine qui va aller toujours prendre des nouvelles de l'enfant. C'est courant ça. Donc je Prendre des pense que nouvelles ou là, pousser le père à payer.
Genre, tu t'occupes pas C'est d'elle, ça. donne-lui ça, faut C'est faire ça. ça, et tout ça. Et c'est Oui. vraiment, c'est impressionnant, Et quoi. parfois, c'est les femmes elles-mêmes qui vont payer directement, Aussi. à l'absence des pères. Et Mhm. c'est vraiment un roman sur... franchement, cette dame, elle a écrit un truc vraiment fort. Parce que les mamans dans ce roman... Quand tu prends, par exemple, la maman de... Quand tu prends Lucie Loco, qui est donc la maman d'Akorfa, cette femme, non, elle est monstrueuse. Mais, pour sa fille, elle peut aller sur la lune. Mais, ça aussi, ça a des limites. Mais ça, pourquoi? Ça aussi, ça a des limites parce que... Parce C'est que, un cadeau. apparemment, j'ai eu une moustache. C'est que ça aussi, ça a ses limites parce que il va se passer quelque chose, donc faut pas que je dévoile le roman, il va se passer quelque chose qui va changer complètement leur relation. Et c'est parce que justement, on voit les limites, on voit les limites de la maternité de Lucie Loco, tu vois. Mais les mamans, en tout cas dans ce roman, j'ai fermé le roman, j'ai dit, c'est bien d'avoir une mère. Merci maman. Parce que les gars Waouh. là, apparemment, non je te jure, parce que les gars là, ah, on dirait qu'ils quittent la mère, ils quittent l'enfant. Oui, C'est en tout. général. Et ils quittent la mère, ils quittent l'enfant. Oui. Et c'est soit là où leur Mhm. maman récupère pour pouvoir s'occuper. Non, non, non. Mais franchement, nos darons, hein, on peut avoir des problèmes avec elle et tout. Mais merci, parce que vous savez pas, nos vieux là, ils sont comment? You don't wanna know. Non, heureusement qu'elle est là. Non, Le sacrifice ultime. c'est ça. Elles sont vraiment Mm. là, là. Donc, c'est vraiment Mais intéressant. parfois, Ouais. parfois, je me demande aussi, je trouve aussi que malheureusement, parfois, les mamans oublient d'être femmes, tellement elles sont mamans elles sont dans leur rôle de maman, tu vois, ce qui ça peut être aussi un rôle très, qui- un rôle qui les aspire et qui fait qu'elles s'effacent en tant que femmes. Mm. Et moi, je trouve qu'il parfois, il faut trouver le bon équilibre, peut-être, je En sais tout cas, pas. c'est pas dans ce roman, il y a l'équilibre déjà, parce que tout est dans l'excès Mhm. ici. Et puis, la mère qu'on voit, qu'on suit tout le long du roman, qui est donc Lucie, elle est vraiment obsédée elle est obsédée par la réussite, tu vois. C'est-à-dire que on la voit pas épouse, on la voit plus, enfin, non, on va dire ça comme ça. Elle est épouse, mais dans une certaine dynamique. Quand il s'agit de dire oui, mon mariage il est attaqué, tes parents ils vont venir prendre toutes nos affaires, parce qu'elle a ce trauma-là comme ça qui l'omnibule. Euh, Oui. mais c'est vrai que, en tout cas, on la voit pas en relation amoureuse avec son mari. Alors, Maureen dit, elle est carriériste, mais pour sa fille. C'est-à-dire que sa fille, elle la pousse vraiment à développer une carrière de médecin. C'est comme, tu sais, c'est comme le truc de j'ai pas eu ça, bah toi tu vas l'avoir, quoi. Oui. Mm. Elle vit sa carrière à travers sa fille, C'est quoi. ça, c'est vraiment sa Oui, volonté. Et puis, tu vois, oui. et puis elle est contente quand elle va à l'église avec ses copines de l'église. Elle dit que sa fille va être médecin, qu'elle va être chirurgienne. Elle a même décidé qu'elle allait être neurochirurgienne. Donc, c'est pas... Non, c'est impressionnant parce qu'en Ah, mais plus... ça me rappelle, Ouais. depuis que tu parles à moi, à chaque fois que tu dis quelque chose, je vois l'image de quelqu'un que je connais qui est comme ça. Mais c'est le fort... Mais c'est le... Je te dis que le roman, là, c'est la force de ce roman. Je sais, j'ai fini de le Hmm. lire. Je suis allée sur mon Instagram, je suis partie parler là-bas, là, et tout. Donc, voilà. C'est-à-dire que j'ai dû vraiment... C'est pour ça que j'ai écrit tout. Parce que ça m'a pris aux tripes. Regarde, Ah. je vais te lire une scène auquel je pense, si tu as grandi au bled, tu as forcément assisté. Et donc, c'est des scènes un peu de... Bon, c'est une bastonnade, mais moi j'ai ri, donc pardonnez-moi si jamais ça vous offense, mais je vais vous lire le passage parce que ça m'a rappelé des souvenirs dans les trucs. Donc là, page 229, on est dans la parcelle familiale. Et à cette époque-là, Célassie, elle habite avec sa grand-mère. Mais non, et donc elle habite avec sa grand-mère dans la parcelle familiale. Et elle est très proche de ses cousins et cousines. Ils ont le même âge. Mais là, ils sont, je crois, début lycée. Ils font la pagaille. Donc, ils ont trouvé le moyen de sortir la nuit. Parce que comme la grand-mère, elle est fatiguée, elle dort. Quand elle dort, elle dort. Eux, ils sortent là-bas, là, et tout, ils vont faire les malins. Mais non,
Euh, une fois, donc, ils avaient l'habitude de sortir et il y a une de leurs cousines qui est dans la parcelle familiale, mais qui a fini par se marier, leur tombe dessus. Yeah. Écoutez ça. Ah, Donc, elle dit, c'est trop bien ça. Ça me rappelle des souvenirs. Continue. donc, donc la sœur là s'appelle Sœur Promise. Ah, Seigneur. Non, franchement, être africain, c'est une bénédiction, je vous jure. Écoutez ça. Et donc, elle commençait à les engueuler. Donc, Sœur Promise parlait si fort que je n'avais aucun mal à l'entendre par-dessus la musique et les vibrations des haut-parleurs. Il hocha la tête, donc son cousin, tandis que Shine et moi restions immobiles. Sœur Promise nous regarda tour à tour comme si elle pouvait lire la vérité sur nos traits en nous dévisageant suffisamment. Puis, à une vitesse stupéfiante, elle prit une de ses mules et commença à nous frapper. Robert laissa tomber les chichingas et s'enfuit. Shine et moi, nous blottîmes l'une contre l'autre en tentant de nous protéger de ces tapes cuisantes avec nos mains. Nous hurlions à chaque fois qu'un coup atterrissait sur nos bras, nos dos et nos cuisses. Et bondissions comme si nous marchions sur des braises. Finalement, son mari mit un terme à ce déchaînement de violence. Elle empoigna nos chemisiers et commença à nous traîner vers la maison sans cesser de hurler. Tandis que sa voix transperçait la nuit, son mari nous suivait en portant son sac à main et sa mule. La deuxième était toujours à son pied. J'imagine la scène, quoi. Elle les a trouvés, elle a dit quoi? Non, vous la nuit, au lieu de dormir et d'étudier, vous êtes dans le bar. Yeah. Et puis ils étaient à l'extérieur du bar, ils étaient en train de danser, mais non. J'imagine la sœur les sortie avec son mari, elle a fait un. T'imagines, tu sais, quand on nous attrape là. Vous faites quoi ici? L'autre a sauté. Il est parti. L'humiliation, parce que tous tes copains sont tes copains et tes copines sont là, ils regardent comment bien te pêcher à la fête. Moi, j'ai vécu ça. Hein. Ah, tu as vu, non? J'ai vécu ça. Ben oui, j'ai vécu ça. On te dit bien, tu n'iras pas à cette fête-là. Ton cœur, tu te dis comment je vais faire pour. C'est la fête du siècle. Tu vois, quand on est jeune, là, on se dit si on rate la fête, là, c'est la finale. On est fini. Moi, je vais mourir. Oui, si je rate cette fête-là, ça va pas. Et têtu, je pars quand même à la fête. Ah, tu parles. Ma mère, elle venait me pêcher en plein milieu, là. Je te dis, devant mes camarades de classe. Devant mes camarades. L'humiliation. Elle me pêchait, là, comme ça, elle me ramenait par le col de la chemise, comme tu as décrit, là, exactement. Ce que tu racontes, là, moi, j'ai vécu ça. Oui. Vraiment. Je suis traumatisée. Oui. C'était trop fort. Non, mais c'est-à-dire que cette scène, ça m'a tellement fait plaisir. Enfin, c'est bizarre, hein, parce que, en plus, quand ils sont rentrés à la parcelle, là, tout le monde a commencé à vouloir les invectiver, les engueuler et tout. Et là, tu as la grand-mère qui est arrivée comme ça, doucement, là. Elle a fait « Laissez-les tranquilles. » Ah oui, les grands-mères. Allez dormir. Toujours. Elle a pris ses petits-enfants. Elle est rentrée. Elle a regardé comme ça. C'est la scie. Elle était déçue. C'est la scie, elle a failli mourir. Elle a dit, j'aurais même préféré qu'elle me tape. Elle était tellement déçue par mon comportement. Je t'assure, même ça là, je connais quelqu'un qui a vécu ça. C'est fou, hein. Il faut que je lise ce roman. Faut que tu lises le roman. Je reconnais toutes ces scènes. Elle a dit que depuis grand-mère, elle blaguait pas. Elle fermait la porte à clé, elle donnait la clé à quelqu'un d'autre. Allez, maintenant, chercher pour sortir. Aïe, aïe, aïe. Non, c'était excellent. Excellent. J'ai kiffé. J'ai vraiment kiffé. Oh là là. Ce roman, je te jure. Donc, on passe un très bon moment de lecture apparemment avec ce livre-là. Oui, oui. Et c'est... Tu l'as bien vendu, moi je vais le lire. Faut que tu le lises. Il faut le lire. Franchement, qui d'autre veut le lire? Oui. Hein? Qui d'autre veut le lire? Est-ce que je lis encore un autre extrait ou pas? Tu as préparé un autre extrait? Oui. Faire un autre extrait. Maureen a dit qu'elle va lire. Donc ici ça m'a touché parce que je vous laisserai vous-même en juger. Mais il y a eu donc une situation de maltraitance et c'est la scie, elle, tu sais, c'est une femme, elle est très droite comme ça dans ses bottes. Son non c'est non, son oui c'est oui. Elle blague pas. C'est la fille, tu lui cherches les problèmes dans la rue, elle attache le pagne et te bagarre. Pour vous donner l'idée. Donc elle dit, donc elle a un échange avec son cousin qui lui demande de pardonner et tout à Corfa, tout tralala. Et du coup, qui lui rappelle son lien avec le papa d'Akorfa. Et il lui dit, c'est là, donc c'est là, si c'est là, c'était ton oncle.
et il t'avait pris sous son aile. Dieu n'agit pas sans raison. Sa remarque me fit grogner, mais notre conversation fut moins désagréable que celle que j'avais eue avec Robert quelques jours plus tôt. Il dit, c'est vrai qu'ils t'ont pas traité correctement, mais c'était la volonté de Dieu. M'avait-il répondu de sa voix mélodieuse de pasteur. Si tu es celle que tu es aujourd'hui, c'est grâce à ce que tu as traversé. Amen. Regarde tout ce que tu as construit à partir de rien. C'est grâce à ta résilience. Amen. Ils t'ont rendu plus résistante. Gloire soit rendue à Dieu. Tu as été soumise à l'épreuve du feu et tu en es ressortie plus forte par la grâce du Tout-Puissant. C'était à cause de ce type de discours que je ne lui parlais plus aussi souvent qu'avant. J'étais si fatigué de m'entendre dire de lâcher prise, de pardonner dans l'intérêt de l'unité de notre famille, de montrer la paix, de maintenir la paix, de ne pas laver notre linge sale en public. Ce genre d'attitude faisait souffrir d'innombrables personnes et protégeait les hommes comme Michael et le ministre parce qu'ils savaient que leurs victimes ne parleraient pas, qu'elles chercheraient du réconfort auprès de Dieu et que ces prétendus évangélistes leur répondraient que leur souffrance était un ordre des cieux. Qui oserait protester contre une décision venue de là-haut? Toutefois, je refusais de croire que Dieu m'avait créé pour souffrir. Elle parle de victime. Il s'agit de quelle victime? I can't. You just read the book. Non, faut lire le livre parce que là, si je vous raconte ça, c'est pas bon. Faut vraiment lire. Je voulais juste te faire un flash pour vous. Et puis, tu vois, la façon dont elle parle là, c'est la scie, c'est son tempérament. Et cette femme, c'est le feu. Il lui arrive des trucs, tu te dis, elle tient. Non. Avoir une maman, sa maman, c'est sa maman qui l'a fait ça, hein, qui l'a rendue comme ça, l'éduquer droite dans ses bottes. Oui. C'est vraiment... Franchement, lisez le roman. Ensuite, vous venez me dire. Là, j'assume. C'est-à-dire, la personne qui ne va pas aimer ce roman, là, je vais la bagarrer. Non, on n'a pas fait le spoiling. On ne spoiling pas. Non. Mais en fait, c'est que quand tu lis, j'ai envie de te poser des questions, mais je sens que les questions là vont aller trop loin et puis tu risques de spoiler. Donc, c'est bon, quoi. C'est bon. Voilà. C'est bon. Read the book. Et oui, juste un petit commentaire. J'ai regardé les interviews depuis Sadio Bédier. Et j'ai trouvé ça fort chez elle, justement, la façon d'écrire le livre, parce qu'elle disait que quand elle a commencé à écrire le roman, l'histoire qui lui est venue en premier, c'est l'histoire de Sélassie. Parce qu'elle voulait écrire une histoire de Sélassie. Et son auditeur lui a dit, mais tu veux écrire l'histoire de Sélassie, mais... Enfin, ça a l'air un peu... Tu vois, c'est juste une version. Ce serait pas mal d'avoir la version de la personne qu'elle accuse, donc d'Akorfa. Et... Oui. Et elle a dit, ah bon, d'accord, bah je vais écrire ça. Et en fait, elle a pris l'histoire d'Akorfa, elle l'a mis en premier. Et moi, quand j'ai lu le roman, je me suis dit, quand je suis arrivée à Sélassie, j'ai fait, Akorfa, déjà, je trouvais que c'était une vieille meuf. J'ai dit, vas-y, c'est bon, elle abuse. Et en fait, elle disait que c'était exprès parce qu'il fallait qu'on laisse une chance à Akorfa de la comprendre pour pouvoir ensuite avoir une vision globale de l'histoire. Et elle a vraiment joué. Elle a réussi, c'est-à-dire c'est un coup de maître qu'elle a fait. Parce que c'est un livre, tu vois, moi je suis toujours en train de dire, on a besoin de nuances, on a besoin de montrer que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Bah là... Bien. Quelle note tu donnes? Quelle note je donne? Oui. En tout cas, c'est ma meilleure lecture jusqu'à présent de cette année. Je donne un 9 sur 10. 9 sur 10. Il est accessible, il se lit très facilement. Tu peux avoir plusieurs portes d'entrée. Franchement, je peux le mettre entre les mains de tout le monde. Génial. Et c'est une fresque familiale, ce qui fait que c'est mon petit soft spot. Les fresques familiales, donc voilà. Très beau roman. Est-ce que tu as un dernier petit mot sur le style qu'elle a employé pour écrire? Ça m'intéresserait aussi. Alors, le style qu'elle a employé, bon, je ne sais pas si ça va répondre à cette question, mais elle a réussi à distinguer les deux voix. Tu vois? Akorfa, comme je te disais, précepteur, elle rêve d'Ivy League. Regarde ma moustache. Elle rêve d'Ivy League. Donc, ça veut dire que quand elle parle, il n'y a pas d'accent, il n'y a pas de... C'est-à-dire que c'est vraiment... C'est comme si tu lisais une afro-américaine qui s'exprime, tu vois? Et quand tu passes à Sélassie, tu sens le pays, quoi.
C'est-à-dire que elle parle d'une certaine manière, elle s'exprime enfin, normalement, quoi. Enfin, quand je dis normalement, c'est-à-dire, Oui. c'est pas genre broken English, non, ça n'a rien à voir. C'est juste que elle s'exprime, mais elle met des expressions du pays. C'est-à-dire qu'elle va te parler et elle Mhm. va dire, par exemple, elle va mettre des adages, tu vois, non? Genre, Oui. tu vois, Parabole. des paraboles, voilà, tu vois, elle utilise Oui. ça et tout, et même dans la bouffe, tout ce qu'elle raconte, c'est le pays, quoi, tu vois. Et ça, là, ça, vraiment, Mhm. les deux voix distinctes, les deux personnalités distinctes de ces deux femmes-là, carré, comme disent les jeunes. Mhm. Bien, vraiment. Super, très bien. Merci beaucoup. Mais merci Je à toi. regarde, donc il y a Maureen qui dit qu'elle met ça dans sa wishlist. Oui, Euh, Réassi demande si tu as lu son roman primé par la scène littéraire qui est non, sa... sa seule épouse, Oui. là. J'ai Non, mais je veux bien. j'ai lu quelque part que ce livre Siffleur de nuit est, est la même histoire avec un autre regard du premier roman. Oui. Ah, faut que je regarde, hein. Oui, j'ai lu ça quelque part, que c'est un autre gars qu'elle a posé sur le même fond d'histoire. Je ne sais pas si Hmm. parmi ceux qui nous regardent, il y en a qui ont lu le premier livre. Oui, bah Marina, elle l'a lu, non? Normalement. Ok. Et elle Uh-huh. dit qu'elle allait le dire, que c'était la même histoire apparemment. Marina, tu peux élaborer, s'il Ah te plaît? ah. Effectivement, elle dit qu'elle allait dire que c'était la même histoire. Donc, il paraît que c'est la même histoire, mais avec le regard d'une autre personne. Ah, C'est avec une autre approche, oui. bien. Ah, les mêmes thèmes. Elle dit pas la même histoire, mais les mêmes thèmes. Mais les mêmes thèmes, Hmm. oui. Bah, vu aussi son parcours professionnel, c'est pas étonnant, hein, puisqu'elle elle travaille beaucoup sur tout ce qui est genre et Oui. puis Même violence faites aux femmes. ouais, Oui, voilà, envers les c'est femmes. ça. Oui, Et là, elle a vraiment c'est écrit un ça. roman de femmes, enfin, sur les femmes, quoi. Et toute la Mhm, complexité. C'est vraiment un roman, mhm. il est très Ouais. intelligent comme roman. Merci beaucoup, Christelle. De Est-ce rien. que tu as, quelle est ta lecture en cours actuellement? Là, je suis au Soudan. Je suis en train de lire. D'ailleurs, il a Ah, reçu tu es le au prix. Soudan. Oui, il a reçu le prix littéraire. Il a reçu le prix de la scène Baraka aussi. Sakine. Baraka Sakine. Je suis en train de lire Baraka Sakine. Euh, pourquoi le nom m'échappe? Mon Dieu. Je suis en train de lire son dernier. Je l'avais Ok, reçu. je... Je l'avais reçu par cadeau, par Héloïse. Mhm. Les Django. Voilà, les Django. Je suis en train de lire ça, les Django, et en fait, tu sais, tu commences les premières pages, c'est comme si c'est comme ça faisait pou, 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 c'est lumineux, le langage il est joyeux. Tu vois, c'est. Du coup, j'ai commencé, après je me suis arrêté un peu. C'est pas le dernier, les Django? Ok. Réassis, c'est quoi le dernier? L'auteur, c'est. Attendez, je vais vous mettre le livre Baraka que je suis en train de Sakine. lire. Les Django de Baraka Sakine, hier. Ah, bah. Ah, Il c'est est vrai qu'il y a eu soudanais. la. Ah, c'est le corbeau qui m'aimait, c'est ça le dernier. Yeah. Excusez-moi, mais oui, effectivement, je vais vous envoyer ce que je suis en train de lire actuellement. Donc, du coup, je pense que c'est peut-être celui que je vais. Bah, c'est probablement celui que je vais présenter semaine prochaine. Oui. Je vais voir. Donc, Ben, voilà. du coup, on pourrait le lire pour Comment la tous en lecture se parler. Donc, si passera, vous... oui. Oui, c'est ça, la Oui. princesse de Zanzibar. Parce que justement, comme elle est Marina, et puis surtout Héloïse, c'est une amie qui lit beaucoup, elle m'a recommandé, elle me l'a offert, donc je vais enfin le lire. Je vais enfin le lire. J'ai tellement de livres sur ma pile à lire. Pardon, chacun ses Est-ce que je vais problèmes. m'en sortir? Je sais, c'est-à-dire que... Est-ce Pardon. que je vais m'en sortir? Hein? Je suis... Réassi dit que c'est super et puis Marina dit que c'est une écriture très cinématographique. Ouais, bah ouais. J'ai beaucoup, Ça donne tu vois, j'ai envie, lu hein. J'aime les bien deux, les trois écritures premières pages. cinématographiques. Oui, j'aime bien ça, oui. C'est Est-ce que joli. vous avez d'autres livres à nous conseiller? Before Si? Storm. Hmm.
Donc que je regarde. Maureen a dit Before Storm. Before Storm. Oui. Oui, d'Emily Hicks. Ok. Mhm. Réassi. Et Réassi nous conseille Banzo, Ouais. Mémoire de Favela. Ah, ok. C'est quoi? Attends que je regarde. Bonzo. Et notre sœur Rabat-Joie. Ah, c'est Conseil Sao Evaristo. Je sais pas si je dis bien, mais. Ah, Conceição Evaristo, celle qu'on appelle la Toni Morrison. C'est ça. C'est Anna Kaona, les éditions Anna Absolument. Kaona qui l'a publié. Absolument. Marina, tu as dit que tu lis Notre sœur Rabat-Joie. Pourquoi ce titre me dit quelque chose? Ah oui, bah c'est le dernier des éditions Rothbo Creek, Amata Ido. Alors, Ah oui. je demande ou je demande? Parce que je suis en train d'hésiter pour le demander. Meilleur pour la fin. Ouais. Nous et nos lives qui ne finissent point. Dis-nous. Donc, j'ai reçu un service presse des éditions du Seuil. Ah, c'est tellement la classe. Donc, je vais ouvrir devant vous, devant vos yeux ébahis. Hop, 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 hop. Vous avez vu ça? Dis-nous. Donc, dis-nous tout. Sarah Fila Bakabadio. Être une femme noire en France. Seuil. Alors, je vais lire la 4e de couverture. Je vais déjà regarder à l'intérieur, ok? Donc, madame, comment faites-vous en tant que femme noire? Cette question est celle de Maëlys, l'une de mes étudiantes. Elle est le point de départ et la raison d'être de cette enquête sur la condition des femmes noires en France. Ce livre mêle ma voix d'universitaire, femme noire métisse, à celle de 4 autres femmes noires, Ayana, Marie-Anne et Pélagie, en plus de Maëlys. Chacune m'a raconté son quotidien, le poids du patriarcat, le racisme, mais aussi la diversité des mondes afro, la beauté du corps, la sororité et l'émancipation. Les femmes noires sont souvent invisibles et leur parole est empêchée. Pourtant, elles incarnent une double modernité, au croisement du genre et de la race, dans une intersectionnalité qu'elles vivent concrètement. Garantes d'une expérience cruciale, elles sont aujourd'hui au cœur des débats et des contradictions de notre société. Sarah Fila Bakabadio, maîtresse de conférence à CY Cergy Paris Université, historienne de l'Atlantique noir, elle travaille sur les circulations intellectuelles, culturelles et politiques des Africains américains et afro-descendants au XXe et XXIe siècle. Ça promet, hein? C'est un essai. La voilà. Maureen, si tu veux intervenir dans le livre, c'est dans le livre, dans le live, c'est quand tu veux. Ah, Réassia a dit, sûrement la fille du professeur Bakabadio. Ah, fille de professeur. Ah bon? Moi, je connais pas le professeur Bakabadio. Ah, c'était un professeur d'économie à la fac de sciences économiques de Brazzaville. D'accord. Ok. Donc, il est publié aux éditions Seuil et il sort en mai 2026. Et tu as déjà le livre. Ceci est une exclusivité. Je vous ai dit, je ne suis pas du n'importe quoi. Je vous dis ça à chaque fois. Hein? Bon. Donc, oh, le vocabulaire va faire mal. Ça, franchement, non, en vrai, je me suis dit, bon, peut-être comme c'est un essai, je vais lire, je vais voir de quoi il s'agit. Merci beaucoup. C'était un agréable moment, comme d'habitude, pour papoter des livres. On se retrouve la semaine prochaine à 21h et bien sûr avec des infos, de l'actu autour du livre et de nouveaux livres.